Aujourd'hui, on va continuer à parler de user research. On parlait déjà de recueil de données terrain la dernière fois parce qu'on parlait de persona. Aujourd'hui, on va aborder un autre aspect de la user research qui est au cœur de la user research, qui est le recueil de données terrain ou autrement dit les tests utilisateurs. Donc, on va voir quelques conseils de notre petit point de vue à nous sur la méthode pour optimiser le recueil de données terrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se connectent pour la première fois à ce genre de webinaire, donc je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Teresa Colombi. Je suis docteur de recherche en psychologie cognitive, en particulier avec une spécialisation en eye tracking, donc un recueil de données oculométriques, un mouvement des yeux. Vous verrez pourquoi je vous anticipe ça, parce que j'en parlerai un tout petit peu dans la suite de cette présentation. Donc, je suis UX researcher, si on veut utiliser ce terme qui est assez à la mode. Et je dirige une société qui s'appelle Ludotique, qui depuis 20 ans, parce qu'on est des vieux de la vieille, fournit des prestations de conseil, de formation et de R&D dans le domaine de l'ergonomie, du facteur humain, de l'expérience utilisateur. On appelle ça comme on veut, rien que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire sur quels sont les bons termes pour décrire notre discipline. En tout cas, de manière très large, le design centré utilisateur. Comment concevoir des produits ou des services digitaux, en ce qui nous concerne, qui soient adaptés aux usages des personnes qui vont être confrontés à ces produits et ces services. On est là depuis 20 ans, comme je l'ai dit, donc on travaille beaucoup dans les systèmes critiques, donc tout ce qui est interface métier complexe dans des domaines dans lesquels l'erreur humaine peut avoir des conséquences lourdes ou graves, mais également dans tout ce qui est interface grand public, site web, application mobile, etc. Donc là, j'ai mis que les clients grands groupes et grands comptes pour que ça vous parle. Ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas pour les petites structures, les PME, voire les startups. Au contraire, avec grand plaisir. Alors, comme la présentation de la semaine dernière, ça va se passer en deux temps, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Déjà, on va faire un petit rappel, parce que j'imagine que vous avez des niveaux de recul différents sur la user experience. Peut-être que vous n'avez jamais fait de test, peut-être que vous en avez fait juste un ou deux, ou peut-être que vous êtes des experts. Pour ceux qui s'y connaissent le moins bien, on va faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un test utilisateur, pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. Et après, on va voir donc les conseils qu'on peut vous donner pour améliorer la méthodologie. Donc, avant de dire qu'est-ce qu'un test utilisateur, on va voir qu'est-ce qu'un test utilisateur n'est pas, en fait. Parce que malheureusement, rien que ce terme-là, parfois, est utilisé un petit peu à tort et à travers. J'ai par exemple des gens qui me disent oui, oui, on a fait un test utilisateur, l'application a beaucoup plu. Et quand on pose la question de oui, comment vous avez testé, en fait, on se rend compte que c'était une démo client. Une démo client n'est pas un test utilisateur. Pourquoi? Ben, parce que l'utilisateur n'interagit pas avec le produit. Il est là pour observer quelqu'un qui fait une démo, qui montre l'utilisation du produit. On peut réagir en disant j'aime, j'aime pas. On peut éventuellement dire ça je comprends pas, mais en aucun cas c'est un test. Un test implique qu'il y ait une interaction en machine à la première personne. Donc une démo client, même si je ne dis pas que c'est pas intéressant d'en faire, hein, ça donne quand même des retours qui peuvent être assez riches, mais ce n'est pas un test utilisateur. Une interview ou un entretien utilisateur n'est pas un test non plus. Parce que, comme je viens de le dire, un test implique qu'il y ait de l'interaction avec quelque chose de digital, quoi. Enfin, dans notre cas, de quelque chose de digital. Ou un objet physique, s'il s'agit d'un test sur un objet physique. En tout cas, ce n'est pas juste du déclaratif, hein. On ne peut pas approfondir toute la problématique de la user research, mais il y a tout ce qui est déclaratif et il y a tout ce qui est comportemental. Un entretien ou une interview, c'est du déclaratif. Les personnes peuvent vous dire je connais tel site ou j'apprécie telle fonctionnalité. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'à l'usage, on pourrait constater qu'ils sont à l'aise sur le site parce qu'ils le connaissent réellement? Ou est-ce qu'ils vous disent ça, mais ce n'est pas tout à fait la réalité? Parce qu'il y a plein de biais, on parlera de biais tout à l'heure. L'utilisateur peut ne pas être conscient de ses vrais usages ou peut ne pas avoir envie de tout vous dire pour des tas de raisons psychologiques, sociologiques, etc. Donc, en aucun cas, on peut considérer que le déclaratif et le comportemental sont équivalents. Donc, c'est très bien de faire des entretiens, des interviews, etc. On a parlé de persona la dernière fois, donc vous savez que je suis convaincue de la pertinence de ce genre de recueil de données terrain-là, mais en aucun cas, c'est un test utilisateur. Donc, en aucun cas, ça nous validera l'ergonomie ou la UX du produit que vous allez développer. Donc, c'est un petit peu embêtant.
Un test technique n'est pas non plus un test utilisateur. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints et qui sont dans la partie informatique des projets, ben, vous savez très bien qu'il faut faire des tas de tests de plein de sortes pour vérifier que tout fonctionne correctement. Mais comme je le rappelle souvent à mes étudiants côté Polytech, la plupart des bugs, ils se trouvent entre la chaise et le clavier. Et si vous ne mettez pas ce qu'il faut entre la chaise et le clavier, vous ne pourrez pas vous assurer qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc, des tests techniques sont essentiels dans tout projet informatique, bien évidemment, dans une démarche qualité et autres. Ça n'empêche que ça ne vous garantit pas, ils ne vous garantissent pas que le résultat final soit simple à utiliser, accessible, satisfaisant, etc., 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 comme la méthodologie de design centré utilisateur le préconise. Du coup, qu'est-ce qu'un test utilisateur? Ben, c'est un recueil de données objectives. Je reviendrai sur le terme objectif, puisque c'est pas forcément aussi évident que ça de dire qu'il s'agit de données objectives. Toujours est-il qu'il s'agit de données terrain, donc qui peuvent être de nature qualitative ou quantitative, en fonction du nombre de personnes qu'on a réussi à recruter, à faire participer à notre test. Et ce recueil de données terrain, on peut le faire absolument à n'importe quel moment et, si possible, à tout moment du cycle de développement d'un produit ou d'un service digital. Parce qu'à chaque moment du process, ça peut avoir du sens, ça a du sens de recueillir ces données. C'est-à-dire que même très en amont du projet, on peut tout à fait faire du test utilisateur sur la version précédente, par exemple, du logiciel ou du système. Sinon, dans un cadre de refonte, on peut tout à fait tester ce que les personnes utilisent aujourd'hui pour mieux savoir comment concevoir la prochaine version. Ou, si on part from scratch, bah, tester des applications concurrentes, des applications qui répondent à peu près aux mêmes besoins ou qui sont positionnées sur le même marché. Ça aussi, ça peut nous donner des inputs assez intéressants pour le projet. En phase de conception, on peut commencer à tester dès qu'on a des bribes de choses testables. Ça m'est arrivé personnellement d'organiser des tests utilisateurs. La matière qui nous avait été fournie, c'était une page imprimée, des hypothèses de comment faire un certain intranet, hypothèses qui avaient été prises par les graphistes et réalisées sous forme de maquettes Photoshop, du coup, qui nous a été fournies en version imprimée. Ben, on a pu recueillir quand même énormément d'informations intéressantes en montrant cette maquette, cette page, aux futurs utilisateurs de l'Internet en question. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très, très poussé au sens interaction machine pour recueillir des données, hein. Je reviendrai là-dessus en termes de méthodologie de test, justement. Après, plus on avance dans le projet, plus on pourra faire des tests complets sur toutes les problématiques, où on aura vraiment moyen de dérouler des scénarios clés pour voir si les personnes arrivent au bout de la démarche ou pas. Donc, normalement, dans une méthodologie, un mode canonique, un monde idéal, il faudrait faire au moins 3 itérations de tests au cours du projet. Une très précoce, une fois qu'on a quand même quelque chose qui est stable, qui ne plante pas toutes les 3 minutes, et une avant le lancement final. On peut également faire des tests une fois que le produit est en production, hein, l'interface est en ligne, etc., pour justement faire de l'amélioration continue, recueillir des retours pour voir qu'est-ce qui est concrètement utilisé, quelles fonctionnalités sont le plus exploitées, voilà, avoir des retours qui nous permettent de mieux concevoir les versions ultérieures ou les fonctionnalités à ajouter, à enlever et à affiner par la suite. Donc, les avantages et les inconvénients de cette méthodologie, ben, justement, l'avantage, c'est l'objectivité relative. On pourra éventuellement, dans une autre rencontre, approfondir cette thématique-là. C'est pas parce qu'on a des données terrain qu'elles représentent à 100% la vraie vie ou la réalité des choses, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus objectif qu'un avis personnel. Dans beaucoup de projets qu'on accompagne, les problématiques de nos interlocuteurs, c'est d'arriver à être convaincant. Si on explique qu'il faut faire ou pas faire ou tel choix en termes d'interaction machine, souvent on manque de recul pour être convaincant. On a un avis personnel. Bah, si d'autres personnes, d'autres parties prenantes du projet ont un avis divergent, bah, comment trancher? Qui a raison et qui a tort? Même parfois, en étant UX designer, on n'a pas la science infuse, on peut se tromper. Donc, les données terrain, même si l'objectivité est toute relative, c'est quand même les données terrain, quoi. C'est vos utilisateurs qui vous disent ça, je ne comprends pas, ça, je n'ai pas trouvé, ça, je n'ai pas vu, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je souhaite faire, ou c'est pas comme ça que j'aurais agi si j'avais pu faire mes choix à moi. Donc, c'est là une des données qui peuvent largement aider
la prise de décision dans le projet. Un test permet de valider des hypothèses. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est très important de faire des tests dès le démarrage d'un projet. Et plus on les fait tôt, plus on aura plusieurs hypothèses, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux faire comme ci ou comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux mettre telle information à tel endroit ou à tel endroit? Comment on pourrait appeler telle fonctionnalité? On peut avoir des variantes, des alternatives ou des doutes ou des hypothèses, en tout cas, que le test peut aborder et auxquelles il peut apporter des solutions, une fois de plus, concrètes, parce que c'est les données terrain. On a mis le menu à gauche plutôt que le menu horizontal, ben on teste et on voit s'il est cliqué plus vite, plus facilement, plus souvent, avec des retours terrain plus positifs ou moins positifs, etc. Donc, ça me paraît quand même extrêmement riche, un enseignement, de pouvoir avoir ces données-là. Un test vous permet aussi de faire émerger des besoins, des suggestions, des retours terrain auxquels on n'avait absolument pas pensé et auxquels pensent nos utilisateurs, parce qu'une fois de plus, c'est très difficile de se mettre à la place des utilisateurs finaux, sauf si on est nous-mêmes une partie intégrante de la population cible du projet. Et du coup, bah, des fois, on arrive à s'imaginer quelles sont les choses qu'ils pourraient aimer ou pas. Bah, des fois, bah, il n'y a qu'un test qui peut faire émerger des idées, des remarques, des suggestions qui peuvent être extrêmement intéressantes pour la suite du projet. Donc, en conclusion, le test utilisateur va vous permettre de sécuriser le périmètre du projet parce que à chaque étape clé du déroulement, on peut se poser des questions et on peut y répondre, on peut y apporter des éléments de réponse euh, très facilement quelque part, hein, parce que c'est pas non plus très très long et compliqué d'organiser un test pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et notamment dans les projets agiles, de toute façon, on est dans une démarche itérative, on est dans une démarche où on a par défaut une marge de manœuvre pour modifier le backlog ou changer des choses, ben, le test utilisateur arrive vraiment à point nommé et il faudrait y dédier des phases spécifiques pour avoir le temps de recueillir ces données, les traiter et intégrer ce retour dans le projet lui-même. Donc là, je vous ai mis des exemples, on ne commentera absolument aucun exemple, sauf si dans vos questions à vous, où il y a des questions qui portent sur ce que j'ai montré très rapidement comme ça. Et là, vous avez un test comparatif sur 3 compagnies aériennes avec des données d'efficacité, efficience et satisfaction, comme la norme ISO suggère. Et en bas, vous voyez des données eye tracking, donc une carte de chaleur. Hein, donc on voit les fixations qu'un utilisateur, enfin un ensemble d'utilisateurs a fait sur une page, toujours sur de l'aérien, où on voit bien qu'il y avait un bouton comparé qui n'a pas été globalement vu. Et ici, vous avez carrément la petite vidéo où on voit un utilisateur justement qui cherche cette fonctionnalité et qui finit par pas la trouver. Et du coup, avancer autrement dans son choix de billet d'avion. C'est des données extrêmement intéressantes, extrêmement riches, qui peuvent, une fois de plus, vous aider à faire les bons choix d'interaction machine dans les projets. Néanmoins, un test a aussi des limites. Clairement, il n'y a rien qui est parfait dans ce bas monde. Il peut y avoir des freins internes déjà dans les équipes, freins qui sont clairement liés à un manque de maturité sur les problématiques UX. On entend de moins en moins ce genre de remarques parce que la maturité globalement s'améliore. Mais moi, ça m'arrive encore maintenant que certains clients me disent oui, ben on va pas demander l'avis aux utilisateurs parce que c'est une façon, en gros, de leur avouer qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Enfin, on n'a pas la boule de cristal non plus, donc c'est quand même mieux de poser des questions aux gens plutôt que faire semblant qu'on sait tout alors qu'on ne sait pas. Ouais, c'est difficile de recruter, on n'y aura pas accès, on ne va pas comprendre ce qu'ils nous disent. J'ai vraiment entendu de tout. On ne va pas comprendre ce qu'ils nous disent. Bah, si on n'a aucune méthode valable, oui, peut-être. Mais si on a un peu de méthode, c'est bien le but, c'est d'arriver à comprendre ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, nous, on est capable, en tout cas, c'est un métier. C'est peut-être pas le métier du développeur, mais c'est le métier de certaines personnes que de recueillir ces données et de les traiter. La difficulté à recruter, pareil, elle est toute relative, parce que si vous avez une base de clients, bah, normalement, quand on envoie des mails, ça fait plein de fois, quand on envoie des mails du style on vous propose de participer à l'évolution de votre produit métier, on vous invite à donner votre avis sur les nouvelles fonctionnalités, etc. Globalement, les gens ont très envie de participer, donc c'est absolument pas compliqué. Parfois, c'est difficile dans certains métiers. Si on prend l'armée, effectivement, avoir accès à des populations comme des opérateurs sonars, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord, mais tout reste faisable et il faut un peu peut-être plus de temps et d'organisation, mais c'est totalement possible d'arriver à toucher n'importe quelle population. J'aurais des tonnes d'exemples concrets à vous partager si besoin. Autre limite, ben, de bons résultats au test ne sont pas forcément une garantie que le produit est bon.
Ça, c'est très embêtant, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que tout dépend du protocole que vous avez mis en œuvre. Si vous n'avez pas posé les bonnes questions, les questions qui étaient vraiment les questions critiques à poser aux utilisateurs, peut-être que les gens vont vous dire que tout va bien, mais en fait, vous êtes juste passé à côté du vrai problème. Pareil, j'ai plein d'exemples d'interfaces qui, selon le protocole, ont donné des résultats très, très bons ou plutôt mitigés, alors qu'il s'agissait des mêmes interfaces et de la même population cible. Oui, mais on ne leur a pas demandé de faire les mêmes choses. Donc voilà, donc même si vous avez fait un test qui vous dit le produit est bon, les gens sont contents, les gens vont acheter ou les gens vont adhérer, les gens vont s'en servir correctement, il faut quand même garder en tête que ça reste un test et pas la vraie vie. C'est une démarche qui est également un petit peu plus longue et un petit peu plus chère qu'un simple audit, hein. On pourra parler, si ça vous intéresse, dans des prochaines rencontres d'audit d'interface. Bah, l'audit, vous en avez sûrement fait dans d'autres domaines que le UX, si vous n'êtes pas vous-même UX designer. Mais un audit, en gros, vous avez une grille de cases à cocher. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc, il n'y a pas besoin d'utilisateur. Ça va relativement vite. Donc, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. Donc, c'est les stratégies pour détecter très vite les problèmes d'une interface. Donc, c'est vrai qu'un audit se fait plus rapidement qu'un test, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas besoin de recruter des participants, donc de poster des annonces, faire venir du monde, etc. Donc, c'est un petit peu plus long. Maintenant, un petit peu plus long, ça ne veut pas dire qu'il vous faut 6 mois pour faire un test, hein, clairement pas. Et pour conclure sur les limites, il faut être quand même conscient du fait qu'un test sera toujours une situation artificielle. Vous posez des questions à des utilisateurs, ils savent qu'ils sont un petit peu observés, enregistrés, scrutés, etc. Et du coup, rien ne vous garantit qu'ils vous diront vraiment ce qu'ils pensent, que vous allez avoir vraiment le fond des choses, ou que dans la vraie vie, c'est ça le plus gros biais, c'est est-ce que dans la vraie vie, ils se comporteraient exactement comme ils se comportent pendant le test. Ça, on sait très bien que non, en fait. On a vu plein de tests, en tout cas moi j'en ai vu plein dans ma vie, où on voit les gens s'acharner pour trouver la bonne réponse ou pour aboutir dans une tâche. Dans la vraie vie, on laisse tomber très vite. C'est que là, on a envie de se montrer intelligent et volontaire. Donc, on essaye d'aller au bout de la démarche. On n'a pas envie de dire ben, j'arrête, j'abandonne. Même si on leur dit, hein, au début d'un test, clairement, on explique aux gens qu'ils ont le droit de se comporter comme dans la vraie vie. S'ils ont envie d'abandonner, ils abandonnent. Il n'y a aucun souci. Ça nous intéresse aussi. On n'est pas là pour leur demander de dire que tout va bien. Au contraire. Mais ça n'empêche que personne n'a envie de dire je choue. Parce qu'on pense que c'est à cause de nous-mêmes si on échoue. Ce n'est pas à cause de l'interface. Donc, on sera toujours sur une situation artificielle. Un test reste une situation artificielle où les personnes savent qu'ils font l'objet d'un recueil de données terrain. Même avec ces limites, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, j'espère que la liste des avantages que je vous ai donnés est plus intéressante et qu'elle a plus de valeur ajoutée que les limites ou les risques que la démarche implique. Et que vous, si vous n'avez jamais fait de test utilisateur, ça vous donnera envie d'en faire. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner vite fait comme ça en une demi-heure de temps, même si on pourra en reparler par la suite un petit comité. Quels sont nos conseils pour aller plus loin et pour réussir vos tests? Parce que, de plus, dans ma pratique professionnelle de 25 ans, j'ai vu beaucoup de tests qui étaient vraiment pas au top de ce qu'on peut attirer. Si on arrive à avoir la chance de toucher la population cible, faire venir du monde, qui vous accorde du temps, etc., c'est dommage de ne pas en tirer le maximum de ce qu'on peut en tirer. Donc, on va voir quelques conseils pour réussir vos tests. Premier conseil, bien recruter vos utilisateurs. Donc, je fais le lien avec le webinaire de la semaine dernière. On a parlé de personas. Donc, si vous avez fait des personas en début de projet, ben, c'est excellent. Ça veut dire que vous allez pouvoir recruter des participants qui rentrent dans les personas en question. Et si possible, qu'ils soient représentatifs en termes de nombre. Si vous avez, j'en sais rien, moi, à peu près 50% de votre population qui a tel profil, ben, essayez dans votre panel de testeurs, si vous en avez 10, d'en avoir au moins 5 qui représentent ce profil pour que vos données tiennent compte de ce panache de différents besoins, âge, sexe, culture, expérience métier, etc., etc. Tous les paramètres qui sont importants dans le cadre d'un persona. Donc, on parlait la dernière fois de l'intérêt de faire des personas. Ben, un des intérêts, c'est aussi de pouvoir boucler la boucle d'un projet et recueillir les données terrain vraiment en interrogeant la vraie cible, la population qui est vraiment le target de notre projet. Ensuite, bah, il faut bien aussi aller les chercher, les participants. Donc, je vous ai mis un petit schéma qu'on utilise en formation.
Il y a plusieurs étapes de recrutement des participants. Une annonce générale très large qu'on peut faire passer via les réseaux sociaux. Tout le monde passe sa vie sur les réseaux sociaux, donc que ce soit des réseaux perso de type Facebook, Instagram, etc., ou des réseaux pro de type LinkedIn. On peut largement recruter des participants avec une annonce du coup assez large, hein. On ne donne pas tous les détails du projet, on n'explique pas qui sera pris, qui ne sera pas pris en fonction de quotas éventuels de participants qu'on a définis. On essaie juste de dire, coucou, on va tester telle ou telle chose, on vous invite à telle ou telle démarche, et on a des créneaux à peu près tel jour ou sur telle période. Si ça vous intéresse, contactez-nous par mail ou par téléphone, etc. C'est pas suffisant pour s'assurer qu'on a un bon panel, donc il y a obligatoirement une deuxième étape, ce qu'on appelle un screening, que moi j'aime bien faire passer par téléphone. Certains collègues préfèrent la version digitale, hein, un petit questionnaire à remplir, qui est un questionnaire du coup beaucoup plus précis, où on a des questions éliminatoires, c'est-à-dire que si on veut des gens qui soient à l'aise avec l'informatique, on va poser des questions sur est-ce que vous avez un smartphone, une tablette, un PC, depuis combien de temps, etc. Si on voit que les personnes ne sont pas à l'aise, ben, on les remercie gentiment d'avoir répondu à notre questionnaire, mais ils ne seront pas pris pour le test en question. Donc, ça permet d'écrémer les personnes qui ne font pas partie pour X et Y raison de la cible que vous touchez. Et ça permet également de remplir des quotas. Je veux moitié homme, moitié femme. Bah voilà, ça me permet de voir où j'en suis de mon recrutement et m'assurer que j'ai toute la diversité nécessaire, toute la représentativité nécessaire dans la population dont j'ai besoin. Et on repose également encore des questions juste avant le test lui-même, hein. Une fois de plus, on pourrait approfondir les détails de la méthodologie de test si vous ne connaissez pas. Mais un test utilisateur, on ne démarre pas directement avec les tâches à faire sur l'interface. On pose toujours des questions avant le test, on en pose d'autres après le test. Ça permet de rentrer dans les détails du profil, hein, de creuser certains aspects, apporter des éclairages du coup, aux données qu'on aura ensuite, parce qu'on peut poser tout un tas de questions de contexte sur d'autres usages, sur d'autres besoins qui nous permettront de mieux comprendre pourquoi telle fonction n'a pas plu, pourquoi telle donnée n'a pas été comprise, etc. Et également, ça permet de s'assurer que les gens sont cohérents avec eux-mêmes. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver que les gens, pour être pris pour un test, vous disent des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Vous dites oui, on connaît tel ou tel domaine, oui, 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 je vais sur telle interface avec telle ou telle fréquence. Bah, ces mêmes questions qu'on avait posées du coup dans le screener, donc le petit questionnaire passé à l'écrit ou à l'oral avec les participants lors du recrutement, on va les reposer dans le pré-test pour s'assurer que les réponses soient cohérentes. Si ce n'est pas le cas, ben, on aura au moins le doute qu'en quoi la personne, soit elle nous a donné une version qui n'est pas tout à fait la réalité lors du recrutement, soit elle nous donne maintenant une version qui n'est pas tout à fait la réalité. En tout cas, on a un petit souci là-dessus. On verra comment traiter ces données et qu'est-ce qu'on va faire de ce participant. Et en tout cas, les gens ne sont pas forcément toujours cohérents avec eux-mêmes pour des différentes raisons. Une chose qui est très importante pour moi, et ceux qui me connaissent le savent, c'est vraiment la démarche scientifique qui doit être la base de n'importe quel test. Certes, monter un test n'est pas très compliqué. In fine, il s'agit de dire aux gens, bah, voilà l'interface, faites ceci, faites cela. Mais en réalité, le protocole, c'est les détails des tâches qu'on va donner. Est-ce que c'est un scénario très général ou des tâches très précises? Quel est l'enchaînement de ces tâches? Est-ce qu'elles ont toutes le même ordre ou est-ce que les tâches sont passées à un ordre aléatoire d'un participant à l'autre, hein? C'est ça qu'on appelle le protocole. C'est tout le détail du déroulé d'un test. Ben, ce déroulé-là est vital pour plusieurs raisons. Parce que si on n'a pas des hypothèses claires, si votre protocole n'est pas travaillé en termes d'hypothèses, ben vous ne saurez pas justement est-ce qu'il faut donner des tâches très précises sur lesquelles on a des hypothèses très particulières. On veut voir à quel moment est vue telle information par tous les participants. Donc, il faut bien qu'on les guide vers telle information en particulier. Ou est-ce qu'on va donner des scénarios très larges parce qu'on veut justement voir la diversité des parcours qu'ils empruntent. Si on dit aux gens utilisez le moteur de recherche, ils vont utiliser le moteur de recherche. Donc, si l'hypothèse est est-ce qu'ils vont utiliser le moteur de recherche, ben là, je ne pourrais rien faire avec cette hypothèse parce qu'on les a tous poussés à l'utiliser. Donc, on pourra voir qu'est-ce qu'ils ont tapé et est-ce qu'ils ont compris les résultats qu'il y a derrière, mais en tout cas, on ne pourra pas répondre à la question de est-ce qu'ils vont plutôt utiliser la navigation par menu ou le moteur. Là, voilà, si l'hypothèse était là-dessus, si on voulait travailler là-dessus, c'est mort, hein. Donc, si on leur a dit d'utiliser le moteur, ils vont utiliser le moteur comme des bons petits soldats. Donc, il faut qu'on sache justement quelles sont les tâches précises ou quels sont les scénarios généraux qu'on veut proposer aux utilisateurs en fonction de nos hypothèses.
Si on n'a pas d'hypothèse, en plus, on ne pourra pas observer l'inattendu. Si on n'a pas d'attente, ben, on ne pourra pas dire, ah ben tiens, ben, il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Les gens font quelque chose qui n'était pas prévu. Les gens nous disent des choses, ben, jamais on n'aurait imaginé qu'ils allaient nous dire ça. Donc c'est hyper important d'avoir des attentes pour observer l'inattendu et également les non-événements. Ben, ils ne font pas du tout ce qu'on avait imaginé. Ça, c'est une info d'un point de vue scientifique. Une fois de plus, ceux qui me connaissent savent que je suis et je reste une scientifique. Ben, c'est vital parce que ça veut dire que notre modèle mental de nos utilisateurs n'est pas du tout bon parce qu'il ne se passe pas du tout ce qu'on avait anticipé. Donc, c'est extrêmement enrichissant de remarquer qu'il y a un gap entre nos hypothèses, du coup, nos attentes et la réalité. Toujours sur l'importance des protocoles, ça c'est une autre diapo qu'on utilise beaucoup en formation. Ben, justement, en fonction de votre protocole et de vos hypothèses, il y a plein de typologies de tests qu'on peut proposer. On peut, par exemple, si on a des hypothèses qui correspondent, partir sur ce qu'on appelle un test de 5 secondes. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ça prend beaucoup de temps à organiser et que, voilà, un test de 5 secondes, voilà, on montre l'interface aux utilisateurs pendant 5 secondes pour avoir des réactions vraiment épidermiques, en fait, hein, sur, bah, j'ai vu tel truc, ah ouais, les couleurs, franchement, elles m'ont pas plu du tout. Il y a telle information, ah bah non, j'ai pas du tout vu cette information-là, ou j'en ai compris ça de votre interface, ça doit servir à telle tâche. Et là, vous pouvez voir si c'est bon ou pas. Donc, on est vraiment sur la première réaction, ce qui est vital, surtout sur l'onboarding, hein, la première expérience qu'un utilisateur va avoir avec notamment un site internet e-commerce. Ben, les 5 secondes, les 5 premières secondes sont vitales. Rien qu'un test sur ça vous donne déjà beaucoup d'informations. On peut faire des tests un peu plus longs, des tests qui durent à peu près 1 heure, c'est les tests les plus classiques où on va confronter l'utilisateur vraiment à la navigation, la recherche d'une information, une tâche complexe, il faut acheter un produit, donc il y a tout ce qui est le check-out, les paiements. Donc là, on peut vraiment voir comment se déroule l'expérience de A à Z. Est-ce qu'ils comprennent facilement? Est-ce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage, etc., etc., etc. Donc là, on est sur le niveau comportemental. Mais parfois, une fois de plus, en fonction de nos hypothèses et de nos besoins, on peut s'orienter sur des tests de type journal de bord. On en a fait un il y a quelques années pour un service bancaire, une banque en ligne. Ben, une banque en ligne, typiquement, si on avait fait un test d'1 heure, ben, à part la création d'un compte ou quelques autres petites tâches comme ça, ben, on n'aurait pas pu vraiment juger de la pertinence parce qu'une banque, c'est quelque chose qui va nous suivre sur des durées de vie assez longues. Donc, on a proposé aux gens de se créer un compte. On leur a même donné des sous à mettre sur le compte en question. On a testé plusieurs banques en parallèle, en plus, pour avoir des retours aussi sur la concurrence. Et ils avaient comme consigne de, pendant plusieurs semaines, utiliser ce compte comme si c'était un vrai compte à eux, parce que tout on leur avait mis de l'argent dessus. Donc, ils pouvaient s'en servir pour faire des virements, pour checker leur solde, pour faire des actions diverses et variées, comme si c'était vraiment leur vraie banque en ligne. Et on leur demande de tenir un journal de bord de ces usages-là. Le journal de bord qu'on consulte à distance, ça existe un Google Form, hein, un Google Spreadsheet. Enfin, on peut savoir s'ils notent des choses dedans et éventuellement les relancer si on voit que ça fait X jours qu'ils notent rien du tout. Et ça permet de continuer, de j'y suis allé pour telle raison, ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé, j'ai hésité, j'ai perdu du temps, ou je suis très content, etc., etc. Et notre débrief à la fin de 3 4 semaines pour avoir du coup ce recul, qui est justement cet angle réflexif où je prends du recul par rapport à mon interaction, et peut-être qu'au début, j'avais trouvé le site pas joli, joli, pas très bien fait, mais à l'usage, au final, ils répondent vachement bien à mes besoins, en fait. Ou au contraire, au début, je l'avais trouvé waouh, mais à l'usage, au final, il est très plan-plan, hein. Il y a rien d'intéressant, hein. À l'usage, à chaque fois que j'y allais, ben, je ne trouvais pas ce qu'il me fallait, quoi. Donc, il y a ce recul-là qui me paraît très intéressant sur tous les produits ou services, métiers ou pas, sur lesquels il y a la notion de longue durée qui rentre en ligne de compte. Conseil numéro 3, eh ben, on a parlé protocole, ça me paraît fondamental de bien travailler ce que d'un point de vue scientifique on appelle les variables dépendantes, autrement dit les métriques qu'on va utiliser pour voir si nos hypothèses sont bonnes ou pas. Donc, je vous ai mis des exemples de métriques. Par exemple, si je veux travailler sur la problématique de la page d'accueil,
je suis sur un site web e-commerce, je me pose la question de est-ce que la page d'accueil est suffisamment claire, attractive, adaptée aux besoins, etc. Donc, c'est ça mon objet de test, c'est par exemple la page d'accueil. Bah, j'ai besoin de trouver des variables dépendantes, donc des mesures qui puissent me permettre de dire j'ai raison, j'ai tort. Donc, est-ce que les gens hésitent quand ils arrivent dessus? Est-ce qu'une fois ils l'ont utilisé, est-ce qu'ils peuvent me donner une note de facilité perçue? Est-ce que cette note est bonne? Est-ce qu'ils disent oui, bah, c'était très simple, j'ai trouvé ce qu'il me fallait très rapidement, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs? On leur a demandé de chercher des choses ou de faire des tâches. Est-ce qu'au final, ils se sont trompés? Non, c'est des métriques qui peuvent me permettre de voir si effectivement la page était claire. Si inversement, on a une problématique d'architecture de l'information, donc on va être plutôt sur des problématiques de navigation, de recherche de contenu, etc. C'est pas du tout la page d'accueil qui va m'intéresser dans ce cas-là. C'est plutôt les autres pages et comment on rejoint les autres pages. Donc on va aller voir par exemple les loops, c'est-à-dire les boucles. Et un utilisateur qui, en naviguant, est arrivé sur une page, il a décidé que c'était pas la bonne, il repart ailleurs et qui, 5 minutes après, se retrouve exactement sur la même page, qui est toujours pas la bonne, bah, a priori, il est perdu. Donc, a priori, il ne sait pas trop où aller, il ne sait pas trop comment chercher. Il y a un souci dans la structure des contenus, peut-être dans le nommage de ces contenus ou dans l'organisation de ces contenus. Après, il faudra le comprendre. Mais en tout cas, les boucles, c'est jamais un bon signe. Les allers-retours non plus, hein. Le fait de revenir consulter exprès une page pour s'assurer que c'est la bonne ou pas, c'est pas quelque chose de positif non plus. Les erreurs, la note de facilité perçue également, donc c'est des métriques qui nous parlent de la navigation que l'utilisateur a faite et du coup, est-ce que la structure de contenu était bonne ou pas. Et j'ai mis un petit clin d'œil justement aux données eye tracking, au mouvement des yeux, pour vous montrer des variables dépendantes qui peuvent m'aider à répondre à des problématiques sur lesquelles l'eye tracker est très performant. Par exemple, est-ce que les informations clés de tel ou tel écran, qui peuvent être des données, qui peuvent être des fonctionnalités, peu importe, hein, ça dépend de l'écran, est-ce qu'elles ont été vues, hein? Est-ce qu'elles sont suffisamment visibles? Est-ce qu'elles sont suffisamment mises en avant? Ben là, je vais aller voir, par exemple, le temps, time surface fixation, ça veut dire le temps qui a été nécessaire à l'utilisateur pour trouver cette information-là. Le temps qui s'est écoulé entre le moment où il arrive sur la page et le moment où il fixe l'élément que je veux qu'il fixe. Plus un élément doit être important et du coup visible, plus ce temps doit être court, quelque part. Donc, si ce temps est long, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qu'on passe, c'est le parcours oculaire, hein, comment on s'est baladé sur l'écran, visuellement parlant, pour trouver l'information en question, combien de fixations il y a eu besoin avant de tomber sur la bonne information, etc. Donc ça, c'est des exemples de métriques oculométriques. En tout cas, chacune de ces métriques, et ça c'est un conseil vraiment, je l'ai appris à mes dépens, hein, chacune de ces métriques doit être validée avec les parties prenantes du projet. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes très très bon sur vos protocoles, vous savez exactement comment valider vos hypothèses, mais si vos stakeholders, donc si les personnes qui sont sur le projet avec vous, ça peut être le marketing, les développeurs, les décideurs, qui vous voulez, mais si ces gens-là ne partagent pas ce point de vue, ne comprennent pas pourquoi vous voulez travailler sur telle ou telle métrique, ben, ils valideront pas vos résultats tout simplement. Ils vont vous dire, ben non, mais ça, moi, c'est pas comme ça que j'aurais vu si la page d'accueil était claire. Eh ben, il aurait fallu en parler avant. Parce que si on n'est pas d'accord sur comment voir si la page d'accueil est claire ou pas claire, ben, le test, il sert à rien. Et ça, malheureusement, c'est des choses que j'ai vues dans la vraie vie et j'ai fait moi-même l'erreur. Je le dis publiquement, ça m'est arrivé sur un test. Pour moi, c'était évident qu'il fallait faire les choses d'une certaine. C'était il y a très très longtemps, mais bon, je le dis quand même, parce que c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Pour moi, il y avait des choses qui étaient évidentes. J'avais pas fait de meeting pour valider tout ça avec les parties prenantes et on m'a dit, ben non, cette question-là, pour moi, elle biaise tout parce que il fallait pas formuler comme ci, il fallait formuler comme ça. Donc, en gros, les résultats, ben, ils sont nuls et non avenus. C'est dommage. C'est dommage. Donc, on a perdu du temps. Autre conseil très important, mais qui est un des points forts d'un test, en fait, hein, quand je vous parle justement des données objectives, c'est que vous avez des vrais utilisateurs en face. Donc, le fait d'avoir des retours terrain, des phrases qui ont été dites, ou de voir des vraies réactions, ben, ça n'a pas de prix parce que souvent, les parties prenantes du projet, ben, ils n'ont jamais vu les utilisateurs. Ils ne savent pas qui ils sont, comment ils réagissent, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Donc, je vais vous montrer très rapidement quelques secondes d'un test sur lequel on a les droits. Parce qu'évidemment, souvent, enfin, quasiment tout le temps, les participants nous autorisent à garder leurs vidéos dans le cadre du projet, mais jamais à les diffuser en dehors du cadre du projet. Donc là, sur ce test-là, on a spécialement des autorisations pour utiliser ça en dehors du projet lui-même. Donc là, vous allez voir une dame
devait chercher des informations via une application mobile de transport en commun, qui avait déjà pas mal galéré avec toutes les tâches précédentes. Donc là, je vous passe les 5 premières secondes du test. Elle doit rentrer à la maison. Voilà. Ça, voilà, un utilisateur qui vous dit, et, déjà on voit sa tête parce qu'il y a beaucoup de non-verbal aussi, hein. Donc déjà on voit sa tête, il dit oh là là, c'est quoi encore ce truc? Comment je vais faire ça? Parce qu'elle avait beaucoup galéré avec l'appli, qui était pourtant une application mobile qui se voulait simple, hein, mais qui ne l'était pas spécialement. Et là, là, ça sort du cœur, hein. Plutôt je rentre à pied. Donc même si on avait, dans un des scénarios, on avait insisté, il pleut, il faut vraiment que vous preniez les transports en commun, bah, visiblement ça lui donnait pas trop envie. Conseil numéro 5, j'essaie d'avancer parce que le temps passe. Euh, Ne pas oublier aussi de partager avec les personnes qui écoutent les résultats du test ce qui fonctionne. Ça, c'est très important parce que certes, le test, il est là pour voir ce qui ne va pas et les choses à améliorer, à rendre plus simple, à reformuler, tout ce que vous voulez, certes, mais ça n'empêche que là, vous allez juger quelque part le travail d'une équipe qui a sûrement fait de son mieux, qui n'est pas là pour emmerder les gens, qui est là pour faire du bon boulot et qui, si elle a fait des erreurs en termes d'interaction machine, c'est parce qu'elle n'a pas les compétences pour, ou les données pour, ou le guidage qui va bien pour faire du boulot au top. Ça n'empêche qu'ils y ont mis cœur et âme et que c'est important aussi de leur dire tout ce qui fonctionne, tous les retours positifs qu'on a eus. Donc là, j'ai enlevé le nom du projet, du client, machin, pour soit le plus neutre possible. Mais voilà, de leur dire, voilà, bravo, parce que le nouveau système, il est perçu comme plus moderne, et c'est déjà une façon de les rassurer sur l'intérêt de ce qu'ils ont fait, sur le bien fondé de leur travail. Donc, je ne vais pas commenter tous les détails, mais voilà, c'est quand même très important de féliciter les personnes qui ont travaillé sur le projet et de signaler tous les retours positifs qu'on a pu avoir, parce qu'il y en a forcément dans le cadre d'un test, et même les erreurs, les problèmes, les choses qui n'ont pas marché, essayer de les tourner de manière positive. Ce n'est pas des erreurs ou des problèmes en termes de langage, c'est des suggestions d'amélioration. C'est pas, vous avez fait un truc qui est impossible, inutilisable, absolument nul, vous avez fait quelque chose qui pourrait être encore mieux. On a une marge de progression. Restez positif et jamais donner le sentiment que vous critiquez le travail des équipes techniques qui ont fait sûrement de leur mieux. Conseil numéro 6, ne pas tomber dans les biais de l'être humain. Il y a énormément de biais cognitifs chez l'humain. Donc, je vous ai mis un lien vers notre blog. On publie beaucoup d'articles sur notre blog. Si vous nous suivez, vous le savez. Il y en a un d'il y a quelque temps, hein, il ne date pas de hier, mais toujours tout aussi intéressant, qui parle des biais cognitifs. Donc, il y en a énormément. En particulier, là, je vous cite juste le biais de confirmation, puisqu'on est en train de parler de problématiques expérimentales. Ça me paraît, ça me paraît un des biais les plus courants. C'est quoi le biais de confirmation? Ben, ça veut dire qu'on cherche à avoir raison, en fait, quelque part. Donc, c'est humain d'essayer d'avoir raison. Donc, si vous montez tout votre protocole de test pour démontrer que vous avez raison, ben, vous passerez peut-être à côté de quelque chose. Donc, d'un point de vue scientifique, une fois de plus, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais d'un point de vue scientifique, il ne faut pas démontrer qu'on a raison. Il faut démontrer qu'on n'a pas tort. C'est pas pareil, quoi. C'est une autre démarche. Donc, il faut essayer de mettre à mal ces hypothèses. Parce que si en essayant de les mettre à mal, elles restent bonnes, ben, c'est peut-être qu'elles sont vraiment bonnes. Alors que si on est dans une démarche de il faut que je démontre que j'ai raison, d'une façon ou d'une autre, on arrivera à s'accrocher à une donnée, à un détail, à une remarque qui va dans notre direction. Et on va laisser de côté tout ce qui ne nous a pas plu. C'est humain, c'est humain. Donc, ne dites pas que ça vous arrive pas, ça arrive à tout le monde. Donc, il y a moyen de contourner la chose. Je vous invite à lire ce billet de blog. Il y a plein de littérature, hein. Ce schéma-là, c'est pas nous hein, qui l'avons fait. Donc, il y a plein de littérature sur les biais cognitifs, sur comment faire avec. On ne peut pas les éradiquer, c'est vraiment notre fonctionnement. Mais en tout cas, il faut être conscient aussi de ça et essayer de limiter au maximum ces problématiques. Conseil numéro 7, identifier les priorités. Alors, une autre chose qui fait très peur aux développeurs quand on leur présente des résultats de tests utilisateurs,
C'est de leur dire, ben, voilà les 72 problèmes que nous avons recueillis. Bon courage. C'est un peu, waouh, il y en a 72, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, c'est un peu décourageant. Voilà, je cherchais un terme qui soit le bon. C'est un peu décourageant de avoir une liste à l'après-vert de choses qui vont pas. Donc, la moindre des choses, c'est d'essayer de les classer, ces choses, à minima par priorité. Il y a plusieurs façons de trouver des priorités. Moi, je vous montre une façon qu'on utilise, parce qu'on est quand même des ergonomes, donc on s'appuie sur les méthodes que les ergonomes utilisent à autre chose que les tests UX. Hein. Les problèmes, on peut les classer par gravité et sévérité, ce qui nous donne un score. La gravité, c'est est-ce que c'est un problème très superficiel, un petit doute, quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment impacté l'interaction, voire qui a conduit l'utilisateur à abandonner la tâche. Donc là, c'est les problèmes de gravité la plus élevée. Et la sévérité, c'est tout simplement le nombre de participants qui ont rencontré ce problème. Si on a un problème qui est très, très, très grave, mais qui a été rencontré par une personne sur 10, ben, au final, c'est peut-être pas aussi important à corriger, ou en tout cas pas le premier de la liste, qu'un problème qui est de gravité niveau 2, par contre, que tout le monde a rencontré. Donc, l'intérêt d'un test, c'est aussi de dire, voilà, en termes de fréquence, ce problème, on l'a vu une fois, on l'a vu un petit peu, on l'a vu souvent, on l'a vu tout le temps. C'est pas pareil. Donc, on peut proposer aux développeurs une liste de priorités qui est classée par ordre de sévérité. Donc, la sévérité, c'est la multiplication entre la gravité et la fréquence. Autre chose qu'on fait avec les développeurs, c'est également justement d'identifier les priorités en termes de quick win. Alors, qu'est-ce qu'un quick win? Un quick win, c'est tout simplement des choses qui sont très faciles à corriger. Indépendamment qu'elles soient graves ou pas graves, c'est des choses qui peuvent être réglées en très peu de temps. Donc, l'utilisateur, il va voir une amélioration. Je prends les exemples les plus classiques, mais des icônes qui ne sont pas claires. Refaire les icônes, ça ne prend pas forcément 30 ans. Et changer le fichier PNG d'une icône pour y mettre un autre fichier PNG, d'un point de vue code, ça reste faisable. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre 30 ans. Donc, c'est clairement un quick win. Hein. Si les contrastes n'étaient pas assez bons sur les icônes, on modifie les contrastes, hop, on change le PNG et on a enfin des utilisateurs heureux parce qu'ils arrivent à bien voir les icônes. Il y en a plein sûrement dans vos projets de ce genre de petits détails qui pour l'utilisateur ne sont pas des détails, c'est quelque chose qui l'impacte, hein, donc c'est quelque chose qui lui fait perdre du temps, qui le fait râler et qui lui fait perdre confiance dans le système, etc. Mais ça n'empêche que c'est des choses que vous pouvez parfois corriger très facilement. Lorsque les problèmes sont beaucoup plus compliqués à corriger, parce qu'il y a des fois, bah, c'est pas évident, hein, on a des soucis qui sont profonds dans le système, qui impliquent de pas mal découdre et recoudre les choses, ben, on peut peut-être aussi proposer des corrections en deux temps. D'abord des rustines, des petites améliorations qui n'éradiquent pas le problème, mais qui améliorent déjà un petit peu la vie aux utilisateurs. Au moins, on a un premier niveau d'amélioration et après, on se prendra du temps derrière. Et une fois de plus, ça, c'est des choses qu'il faut valider avec les équipes techniques parce que refaire derrière, ça peut prendre du temps. Donc, il faut faire une roadmap qui tienne compte de qu'est-ce qu'on peut corriger tout de suite, qu'est-ce qu'on peut corriger plus tard, le temps qu'il nous faut, nous, pour maqueter des solutions peut-être un peu en profondeur, et eux, pour implémenter ces solutions en profondeur. Donc, il faut vraiment, une fois de plus, comme j'ai déjà dit pour les personnages, c'est un travail d'équipe, l'UX. Bien sûr, il y a des gens qui sont en charge de ça parce que c'est leur métier, c'est leur compétence. Mais il faut que tout ça soit partagé et avec les équipes, projets, y compris les équipes techniques qui doivent implémenter des modifs, parce que nous, on n'est pas capable de juger, ne serait-ce que du temps nécessaire pour modifier un paramètre. Hein. C'est pas notre boulot, c'est pas notre code, donc on est dans l'incapacité de dire ça c'est rapide, ça c'est pas rapide, ça c'est un quick win, ça l'est pas. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire la main dans la main avec les développeurs. Et un petit conseil bonus pour terminer, on est des UX ou on n'est pas des UX. Hein. Si on a l'approche UX, si on a au fond de soi cette logique de je vais être centré sur les besoins de mon utilisateur, c'est aussi mon public, les gens qui écoutent la présentation. Donc, selon le public auquel vous vous adressez, ben, le centre d'intérêt vis-à-vis du travail qu'on présente n'est pas le même. Là, je vous mets un sommaire de restitution de tests utilisateurs tel qu'on le présenterait à des UX designers. Et parmi nos clients, il y a beaucoup de sociétés qui ont un très bon niveau de maturité dans laquelle nos interlocuteurs, c'est des UX designers qui nous demandent de faire un test parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils
ils veulent le déléguer pour X, Y raison stratégique. Donc, mais nos commanditaires, c'est des UX. Mais si c'est des UX, ben, ce menu-là, ce programme-là, ce sommaire-là, va leur parler parce qu'il y a tous les détails du setup méthodologique, comment on a construit le protocole, est-ce que les tâches étaient intersujets, intrasujets, bref, tous les détails méthodologiques qui vont bien et qui vont les aider à vraiment appréhender les raisons d'être du test et pourquoi on a fait les choses d'une certaine façon, les hypothèses bien en détail, etc., les résultats, les recommandations et toutes les perspectives qui en découlent. Ben, il faudrait refaire un test pour parler de tel autre aspect, il faudrait approfondir telle donnée, etc., etc. Ça, ce sommaire-là, pour ceux qui connaissent un peu la littérature en ergonomie, c'est le sommaire classique d'un article scientifique, hein. Vous prenez n'importe quel article, d'ailleurs, en ergonomie, mais pas que, il est comme ça, hein. C'est voilà, le contexte, qu'est-ce qu'on voulait tester, pour comment on l'a testé, les résultats qu'on a et la suite des choses. Donc, c'est une présentation plutôt logique des choses pour un lecteur qui s'intéresse au domaine en question. Mais un développeur, un marketeur, un décideur, ben, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'UX, en fait. Ce qui va les intéresser, c'est qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, à part planter le décor de qu'est-ce qu'on a testé, quels étaient les objectifs du test, ça, bien sûr, ça, il faut le rappeler à toutes les personnes présentes dans la pièce. Ben, au final, tout ce qui va les intéresser, c'est les résultats positifs, hein, comme je disais tout à l'heure, les rassurer sur ce qui a bien marché, mais surtout les choses à améliorer, hein, donc, les aspects sur lesquels on peut fournir des recommandations. Et tout le reste, les résultats détaillés, des fois on nous demande justement les main findings. Le client, il veut très rapidement les résultats principaux. Les détails ou les choses secondaires, on verra ça plus tard. On verra un rapport complémentaire dans 3 semaines qui est très bien, mais voilà, personne ne va le lire. Donc, tout le reste de problèmes secondaires ou de petits détails méthodologiques de comment on avait construit notre protocole, à quel moment on a posé telle question et quel est l'écart type sur la donnée qu'on a, tout le monde s'en fout. Voilà, clairement, voilà. Pour ce genre de public, c'est vraiment pas l'essentiel. Donc, au mieux, on se prépare des diapos cachés à la fin, si jamais il y a des questions. Why not? Ça a un plaisir de répondre là-dessus. Mais c'est vraiment pas l'objet du travail. L'objet du travail, c'est qu'est-ce qui va pas et comment on peut corriger les problèmes. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ce petit webinaire. Si ça vous a donné envie d'aller plus loin sur le recueil de données terrain, on peut vous aider, que soyez UX vous-même ou que vous ayez envie de vous appuyer sur des UX externes, ça fait totalement partie de nos prestations, c'est totalement dans nos cordes. Donc, je vous invite à prendre contact avec notre équipe commerciale qui sera ravie d'écouter vos besoins et vous proposer ce qu'il faut, que ce soit justement un test, un accompagnement, voire une formation. On est organisme de formation, donc on a une formation justement sur les tests utilisateurs de 2 jours ou 3 jours selon les besoins pour apprendre à réaliser tout ça, parce que là, on y a passé 40 minutes, donc on n'a absolument pas pu approfondir. Donc, je vous propose de vous passer la parole si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes que vous rencontrez, que vous avez rencontrés en essayant de faire un test ou en faisant un test. C'est justement l'intérêt d'un webinaire, c'est de pouvoir échanger ensemble. Il y a quelqu'un qui a déjà écrit une question. Je vais essayer d'y répondre. Et il faut répondre dans le Q&A du chat de Zoom. Donc, j'ai vu que quelqu'un levait la main. Je ne sais pas comment j'ai pu voir qu'il y avait une main levée, mais en tout cas, le but, c'est de répondre, d'écrire les questions et que je puisse y répondre à l'oral. Donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des astuces pour éviter le plus possible le biais de confirmation? On ne pourra pas l'éviter, il y est forcément. Maintenant, il faut être conscient qu'il existe. Il faut être conscient de notre fonctionnement et savoir que c'est comme ça. Le meilleur moyen pour éviter limiter l'impact, je pense, c'est d'être à plusieurs sur le projet et surtout ne pas tester son propre travail, justement. Si on fait nous-mêmes une maquette et qu'on pense qu'elle est bien faite, hein, clairement, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons faite, ben, c'est pas très logique que nous-mêmes, on la soumette à un test. Parce qu'on aura forcément envie qu'on nous dise, elle est trop bien, cette maquette. Elle est géniale, elle répond à tous mes besoins. Donc, il vaut mieux que ce soit une autre équipe ou d'autres collègues qui vont s'occuper du test pour éviter qu'il y ait ce biais-là. Et ne serait-ce qu'être à plusieurs sur un projet, ça permet d'éviter les biais de confirmation les uns des autres. Donc, de s'entraider à avoir ce genre de limitations-là. Mais effectivement, c'est compliqué et on est tous soumis à ce problème-là. Alors, je ne sais plus comment faire. Ben, je ne sais même pas. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, mais je n'arrive même pas.
Est-ce que j'arrive à le choper dans la liste, du coup, parce qu'il n'a pas écrit? Je ne sais plus qui avait levé la main. Donc, une fois de plus, ah ben là, il y a quelqu'un qui a écrit. Désolée, j'essaie de switcher entre les différents outils. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux proposés par votre formation de test utilisateur débutant, intermédiaire, voire avancé? Alors, celle qu'on propose par défaut, elle s'adresse quand même à des gens qui ont des bases UX, parce que bah, s'il faut qu'on explique qu'est-ce que l'UX, pourquoi il faut recueillir des données terrain, ça va être compliqué. Donc, on s'adresse à quelqu'un qui fait au moins des maquettes, qui a déjà des bases de tout ça, et on attaque la partie recueil de données terrain. Après, bien sûr, toutes nos formations peuvent s'adapter au niveau des personnes, hein. On peut tout à fait partir de zéro et aller très loin, ou partir de zéro et faire juste une intro, ou approfondir, hein. Personnellement, je fais des approfondissements eye tracking. Donc, je prends des gens qui, non seulement sont UX designers, mais habitués à faire des tests utilisateurs. Par contre, ils ne connaissent pas l'eye tracking en particulier. Donc, ça peut être intéressant de monter en compétence sur cette technique-là, qui a ses spécificités, etc. Donc, on peut tout à fait s'adapter au niveau des personnes qui sont en face, surtout si c'est une formation intra-entreprise, il y a pas de souci. On a une autre question, je vais essayer d'en prendre encore quelques-unes, même s'il est déjà assez tard. Comment fédérer l'envie de participer au test? Certains clients ne veulent pas en faire. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de clients qui ne veulent pas en faire. Je pense que le meilleur moyen, c'est justement de mettre en avant tous les retours, la richesse des retours qu'on peut avoir, les idées qui ne peuvent pas émerger uniquement dans l'équipe projet, mais qui peuvent émerger quand on va sur le terrain. Et c'est pour ça que les tests, on les filme, on rediffuse les extraits vidéo de ces films, voire, ça m'est arrivé, on met en salle d'observation ou en connexion à distance, si c'est un test à distance, les personnes de l'équipe. Je me souviens d'un test d'accessibilité. Alors, on pourra en reparler d'accessibilité. L'accessibilité est une contrainte pour un développeur, bien évidemment. On lui dit non, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, sur un certain projet, eh ben, clairement, l'équipe de dev trouvait absolument chiant qu'on vienne leur dire fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Du coup, quand on a fait les tests avec des vraies personnes en situation de handicap, on avait le chef de projet en salle d'observation. Et à la fin de la journée, ben, il avait presque les larmes aux yeux. Il dit, là, je comprends. Là, je comprends pourquoi tu nous dis de faire comme ci, de faire comme ça. Là, je vois les gens, je vois les difficultés qu'ils rencontrent. Je n'étais absolument pas conscient que ça se passait comme ça. Là, je comprends pourquoi tu me dis de coder d'une certaine façon. Donc, il faut une prise de conscience. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident et tous les clients ne sont pas ouverts à ça. Mais si la demande, c'est comment vendre ça à un client, ben, il faut lui montrer l'intérêt pratique, l'intérêt limite business d'une prise en compte de besoins qui soit au plus près des problématiques de ses propres utilisateurs. Alors, ah oui, d'accord, c'était Fabien Berger qui posait une question, qui l'a posée du coup à l'écrit, et j'y ai répondu ou pas? Non, pas. Alors, oui, alors elle est après la question. Je me suis découvert un joli billet en œuvre lors de la préparation d'un protocole. J'ai d'abord découvert l'interface, j'ai eu plein de problèmes, il aurait fallu résoudre avant de faire le test, ou des fois on n'a pas le temps. Toutes mes remarques se sont révélées justes depuis je travaille sur les priorités du client et le protocole bien en amont de voir l'interface finie. Oui, c'est vrai que des fois, on est tout seul sur un projet, donc c'est très compliqué aussi de. Ouais, après, il y a des choses, justement, il y a des choses qu'on voit hein, dans une démarche d'audit. C'est une démarche très complémentaire, en fait. Je dis, l'audit est plus rapide et moins cher qu'un test, mais en fait, en réalité, c'est deux démarches hyper complémentaires. Parce que le test vous montrera des retours terrain. La bonne femme qui vous dit, ah ben, j'aurais mieux fait d'y aller à pied, ça, c'est vraiment, ça vient du fond du cœur. C'est votre client qui vous le dit. Une démarche d'audit, elle va voir bah, des choses qui sont pas compliant avec la norme d'accessibilité, nanana. Ça, l'utilisateur va pas vous dire ça, clairement. Il va pas vous dire, là, le RGA, il n'est pas respecté. Donc, c'est une démarche experte qui est totalement complémentaire au recueil de données terrain. Mais une fois de plus, parfois, c'est pas forcément les mêmes personnes qui doivent faire les deux démarches pour éviter de s'auto-influencer ou de plus de tenter d'avoir raison à tout prix dans son protocole de test. Bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous remets le mail de contact de la société. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, notamment pour être alerté de la prochaine rencontre. Comme je l'ai dit en début de webinaire, le premier webinaire de cette série, donc celui de la semaine dernière, est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le visionner. Et les autres webinaires, même les anciens, on a plus de 10 webinaires qui sont déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Ils sont toujours disponibles. N'hésitez pas à les visionner et à nous recontacter si vous avez des questions. Sur ce, je vous remercie très chaleureusement de votre participation et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour ceux qui voudront suivre
le live qui va parler des dark patterns. Merci à tous, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé et à très bientôt.